لديك امتحان آخر. Assez, madame. عسلامة. شكون معايا علاء يوسف. Euh, Alors, tu es le seul, hein. normalement Et donc, أما إحنا شوف مدام إحنا في الفاك معناها نسمعوا ah, فيك. d'accord. معناها خاطر أنا ما فهمتش. Du coup, قبيلة ما دخل حد وبعد لك j'ai compris qu'il y a un seul qui est présent. Donc, en fait, vous êtes dans une salle. Donc, je peux commencer alors. Oui, vous pouvez commencer. D'accord, très bien. Ok, donc là, on va alors commencer. Et s'il vous plaît, donc il y aura une partie qui va être interactive. Donc, Madame Billa, si vous allez donc pouvoir donc participer. Alors, Oui. très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, on va voir aujourd'hui donc le cours concernant donc le rein et l'hypertension artérielle. Et je vais commencer déjà par introduire et définir donc l'hypertension artérielle avant de commencer par un cas clinique. Alors, je vous rappelle que l'HTA est définie par une tension artérielle supérieure à 14 sur 9 au cabinet, supérieure à 135-85 mm de mercure en auto-mesure tensionnelle, donc à domicile, ça veut dire, et par une tension artérielle moyenne globale des 24 heures supérieure à 13 sur 80, lorsque la tension artérielle est prise par la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, pendant 24 heures. Oui. Madame, j'ai une question. علاش فما une différence entre la tension artérielle au cabinet ou في الautomesure attentionnelle?
l'automesure, c'est la moyenne de plusieurs mesures. Hein. C'est pas une seule mesure. C'est la moyenne de mesure de la pression artérielle matin et soir pendant 3 jours de suite. Et donc là, c'est les valeurs qui étaient, disons, corrélées à l'HTA réel en MAPA. D'accord? Donc, Madame, oui. pour grader l'HTA impact, est-ce que on se base sur l'HTA au cabinet ou en MAPA? Pour grader donc l'hypertension artérielle, quel que soit, là c'est pour définir l'HTA, mais pour la grader, vous avez donc les valeurs à partir de laquelle vous allez dire que c'est un grade 1, un grade 2, un grade 3, c'est là quelle que soit donc la valeur de la tension que vous avez. Mais là c'est pour définir l'hypertension artérielle. C'est différent. D'accord? D'accord. D'accord. Donc là, c'est pour définir, pour retenir le diagnostic d'HTA, soit en automesure, et là, vous avez donc les conditions de l'automesure, hein, donc ce n'est pas une seule prise, bien sûr, donc c'est 3 jours de suite. Donc, vous avez donc le cabinet médical et vous avez donc la pression artérielle par l'AMAPA. Et d'ailleurs, l'AMAPA, vous avez une définition donc de l'HTA de 24 heures globale, vous avez donc l'HTA diurne qui, lorsqu'elle dépasse 13,5-85, on parle également d'HTA. Et lorsque vous avez une pression artérielle nocturne qui dépasse 12,5-75 mm de mercure, vous avez également donc une hypertension artérielle par définition. Bien sûr, donc la relation entre HTA et rein est bidirectionnelle dans le sens que l'HTA peut retentir sur le rein et que le rein peut être la cause d'hypertension artérielle et d'ailleurs c'est la principale cause d'HTA secondaire. Et donc là, si on regarde par exemple en Tunisie, et c'est d'ailleurs valable partout dans le monde, l'hypertension artérielle étant la deuxième cause d'insuffisance rénale chronique terminale prise en dialyse après le diabète. Donc, vous avez le diabète comme première cause d'IRCT et vous avez donc en second lieu l'hypertension artérielle. Et bien sûr, donc l'HTA d'origine rénale étant la première cause d'HTA secondaire bien avant les atteintes endocriniennes, cardiaques et tout. Alors, je suis vraiment désolée, je vais m'arrêter quelques secondes parce que je suis de garde en même temps. Donc, je vais juste dire à la résidence s'il n'y a pas d'urgence extrême, qu'elle me rappelle. Allô? D'accord. Allô, Rania? Alors, en attendant qu'elle juste décroche, vous lisez donc le cas clinique et vous soulevez donc les mots-clés, s'il vous plaît. Donc, les mots-clés de cette vignette clinique. Oui, Rania, أنا نقري في الفاك بالإنترنت.
Alors, vous avez donc lu le cas clinique. Les mots-clés alors. Oui, nous avons lu le cas clinique. D'accord, très bien. Les mots-clés, céphalée, flou visuel. D'accord, donc céphalée, flou visuel. C'est le- Il n'y a pas d'autres mots-clés? L'hypothyroïdie, peut-être les antécédents comme l'hypothyroïdie. L'âge, est-ce que c'est important ou pas? Le terrain. Oui, le terrain, l'âge, oui, oui. l'âge, oui. Donc, céphalée, flou visuel, oui. Il y a l'examen clinique, le souffle para-ombilical droit. Vous avez le souffle, oui. Quoi d'autre? Le terrain, il est tabagisme. Vous Il avez est tabagisme. tabagisme. D'accord. Il y a l'hypocalémie à la biologie. Vous avez l'hypocalémie à la biologie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autres anomalies à la biologie? Hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie. Bon, si vous voulez, donc, les valeurs, disons, en air normal, on est dans la normale, hein, donc jusqu'à 5,7 millimoles par litre. Disons, c'est les marges du laboratoire. Mais quoi d'autre? Donc, vous avez l'hypocalémie, mais je suis une autre anomalie biologique. Autre anomalie, je ne sais pas. Donc, est-ce que le taux de bicarbonate est normal? Il est, Élevé. il est élevé, il est supérieur Est-ce qu'il y a une alcalose peut-être? Tout à fait. Donc, le taux de HTO3- est élevé, donc vous avez donc une alcalose, tout à fait. Et le chiffre tensionnel, ça ne vous gêne pas? Il est élevé. Oui, il est élevé, bien sûr. Donc, il est très élevé, donc vous êtes déjà un grade 3, hein, donc, de l'hypertension artérielle. Donc, tout à fait. Donc, vous avez donc l'âge, donc vous avez donc certainement raison, hein, donc les céphalées flou-visuelles, ça prouve que vous avez donc déjà certainement un retentissement de l'HTA, donc le tabagisme, bien sûr, donc la tension artérielle, le souffle, le fait que vous avez donc des pouls qui sont présents et symétriques, l'alcalose métabolique et vous avez donc le taux, l'hypocalémie. Alors, très rapidement, vos hypothèses diagnostiques. Une sténose de l'artère rénale, vu le souffle, Vu la présence de souffle, quoi d'autre? vu l'hypocalémie. L'hypocalémie. D'accord. Ok. Alors, encore. Peut-être l'hypothyroïdie, puisqu'il a un antécédent, il y a le terrain auto-immun. Est-ce que vous pensez que l'hypothyroïdie, c'est une étiologie d'hypertension artérielle? Est-ce qu'elle ne donne pas une hypertension diastolique pour l'hypothyroïdie? Justement, Anna, je vous demande, l'hypothyroïdie, est-ce qu'elle donne une HTA? C'est plutôt l'hyperthyroïdie qui donne de l'HTA. C'est plus l'hypertension artérielle, d'accord? D'accord. Ok. Alors. Mais déjà, vous supposez qu'on est face à une HTA plutôt essentielle ou bien une HTA qui est. Est-ce que plutôt vous êtes face à une HTA essentielle, je dirais, ou là plutôt de l'HTA secondaire? Secondaire? Voilà. Donc déjà, c'est ça la première réponse, si vous voulez. Donc c'est une HTA secondaire puisque vous êtes face à un sujet qui est jeune, qui n'a pas d'antécédents familiaux d'HTA. Donc je vous rappelle, effectivement, donc vous avez donc ce souffle et vous avez l'hypocalémie. Alors, ma deuxième question, quelles sont les principales, je parle dans l'absolu, de causes d'HTA secondaire? On est dans le cadre général. Je ne spécifie pas le cas avec l'hypocalémie et tout. Ça pourrait être une néphropathie, des néphropathies parenchymateuses qui ont causé. Très bien. Donc, ça peut être, comme on a dit que c'est les causes rénales qui sont les plus fréquentes. Donc, ça peut être une néphropathie parenchymateuse, quelle que soit la cause de cette néphropathie parenchymateuse. Hein. Ça peut être glomérulaire, ça peut être tubulo-interstitielle et ça peut être des néphropathies vasculaires. Donc, comme ça peut être l'HTA rénovasculaire en soi. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, quoi d'autre? À part les néphropathies, disons, parenchymateuse ou l'HTA rénovasculaire qui peut être à l'origine de cette hypertension artérielle. L'hypercorticisme. Donc, les pathologies, si vous voulez, endocriniennes. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, toutes les pathologies endocriniennes, à savoir le diabète. chromocytome. Donc, vous avez l'association avec le diabète également, oui.
Oui, alors, encore. L'hyperaldosténérisme primaire. D'accord, l'hyperaldo primaire. OK. Quoi d'autre? Donc, à Hyperthyroïdie. part les endocrinopathies, ben, l'hyperthyroïdie, ben, à part l'endocrinopathie, Cardiaque, les causes cardiaques telles que telles que Les les valvulopathies, مثلاً le rétrécissement aortique. euh, les valvulopathies. Mais le valvulopathie, c'est pas le rétrécissement aortique, c'est plutôt la coarctation de l'aorte, hein, plus. Ok. Quoi d'autre? médicamenteuses. Oui. Quel médicament, par exemple? Euh, j'ai oublié. Ok. Alors, je vais passer donc rapidement sur les principales étiologies donc d'HTA donc secondaires. Vous avez les causes néphrologiques, comme vous venez donc de dire en premier donc lieu. Vous avez donc les causes endocriniennes avec le diabète, les dyshyoridies, les hyperaldo primaires, effectivement, l'hypercorticisme, donc le phéochromocytome. Vous avez donc les causes cardiaques avec principalement donc la coarctation de l'aorte. Vous avez également les intoxications, notamment la consommation de réglisse, donc les stupéfiants, et vous avez des causes génétiques, des maladies héréditaires, à transmission autosomique dominante pour la plupart, et ça donne des tubulopathies. Hein. Donc, vous avez le LIDEL qui donne de l'HTA avec de l'hypocalémie, donc c'est un problème au niveau d'un canal collecteur. Et vous avez le deuxième syndrome, c'est le syndrome de Gordon, qui plutôt va donner de l'HTA avec de l'hypercalémie, et c'est autosomique dominant. Donc là, c'est les principales, si vous voulez, étiologies. Alors, parmi ces étiologies, lesquelles vous évoquez chez notre patient selon la présentation théo. Ça veut dire des causes d'HTA avec hypocalémie. L'HTA rénovasculaire. L'HTA rénovasculaire, bien sûr. L'hyperaldostéronisme primaire. Les hyperaldostéronismes, oui. Bof, génétique, نجم نخمو في الsyndrome de Leader. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure HTA plus hypocalémie. D'accord. C'est votre réponse. Alors, effectivement, donc vous avez l'HTA rénovasculaire, vous avez les hyperaldos, vous avez également la consommation de réglisse, halotessus. Vous avez donc le syndrome de Liddell, mais sachez que toute HTA maligne, lorsqu'elle est très sévère et au cours des poussées hypertensives, vous avez une polyurie et vous avez donc de l'hypocalémie donc associée. Et il suffit que la tension artérielle s'équilibre, que la calémie donc va se corriger donc chez ces patients. D'accord? Alors, donc je reviens, donc HTA plus hypocalémie, donc en principe, si on a la facilité à le faire, on doserait donc l'activité donc rénine plasmatique et l'aldostérone, la concentration d'aldostérone plasmatique. Et dans le cas où vous avez donc les deux valeurs donc, qui sont élevées, là, on est donc face à des étiologies d'HTA avec des hyperaldostéronismes secondaires. Et lorsqu'on parle d'hyperaldo secondaire, ça veut dire que soit c'est une sténose de l'artère rénale, on peut voir ça donc également donc si jamais donc vous avez des tumeurs qui sécrètent la rénine, et également donc vous avez donc les étiologies d'HTA maligne, donc toute poussée hypertensive peut être à l'origine de ces diagnostics donc d'HTA avec activité donc rénine élevée et concentration aldostérone plasmatique élevée. Donc là, c'est très important. Puis donc, si jamais donc vous avez une activité rénine basse et concentration d'aldostérone plasmatique bas, et donc là, il faut plutôt investiguer dans le sens soit d'une hyperplasie congénitale des surrénales, soit une prise exogène de minéralocorticoïdes. Donc sinon, donc vous avez donc les blocs enzymatiques donc qui seraient en cause. Alors, là, je reviens vers le cas pour vous demander quelle serait l'hypothèse la plus probable parmi les étiologies d'HTA avec hypocalémie, d'après vous. Bon, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable comme je fais le cours sur le rein et HTA.
Vu le souffle para-ombilical qui est là, c'est l'HTA rénovasculaire normalement par sténose de l'artère rénale. Tout à fait. Donc, c'est l'HTA rénovasculaire, puisque vous n'avez pas d'antécédent, vous avez ce souffle, vous avez l'hypocalémie et vous avez l'alcalose métabolique. Donc, vous êtes en plein droit d'évoquer en premier lieu l'HTA rénovasculaire. Alors, je vous rappelle que, en fait, l'HTA rénovasculaire étant une HTA qui est secondaire à une sténose significative d'une ou des deux artères rénales, que vous avez donc trois types de sténose donc des artères rénales. Ça peut être athéromateux. Vous avez donc ce qu'on appelle les sténoses de l'artère rénale par fibrodysplasie, c'est ce qu'on voit donc chez le sujet donc jeune et surtout donc la femme jeune, ou bien donc ça peut être en rapport avec une compression extrinsèque, par exemple par des adénopathies ou à la suite d'un traumatisme, un hématome, tout ça, qui peut comprimer de l'extérieur l'artère rénale, réduisant ainsi sa lumière et provoquant ainsi une HTA rénovasculaire. Vous avez également des maladies inflammatoires, telles que la maladie de Takayasu, tout ça, qui peuvent être à l'origine de cette HTA rénovasculaire. Par exemple, donc vous avez donc sur cette imagerie, qui est une imagerie donc d'artériographie, vous voyez donc l'aorte et vous voyez la naissance de l'artère rénale là où vous avez donc la fléchette et vous voyez donc un petit peu donc des sténoses et un aspect, ce qu'on appelle en collier de perles homonidiforme. Donc en collier de perles, c'est ce qu'on voit au cours de la fibrodysplasie. Donc c'est plusieurs zones qui sont sténosées avec des dilatations post-sténotiques, puis donc une autre sténose, une dilatation post-sténotique, et ça donne donc l'aspect caractéristique en collier de perles dans ce type particulier donc de sténose de l'artère rénale par fibrodysplasie. Alors, encore une question, quand est-ce que, et chez qui, vous allez suspecter et évoquer le diagnostic d'une HTA rénovasculaire? Est-ce que tout venant, il a de l'HTA, vous allez dire que ça peut être, il faut rechercher, ou bien vous avez des arguments, que ce soit cliniques, biologiques, qui vont vous évoquer, vous faire évoquer le diagnostic d'HTA rénovasculaire? Alors, Comme dans notre cas, s'il y a un souffle, d'accord. Si vous avez un souffle, sinon, L'absence d'antécédents familiaux. l'absence d'antécédents. Et donc, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une HTA soit précoce, chez un sujet qui est jeune, sans antécédents, soit tardive. Il n'était jamais hypertendu et le fait de voir apparaître une HTA chez un sujet, par exemple, de 80 ans, doit faire penser à une sténose de l'artère rénale. Mais quoi d'autre? l'hypokaliémie pourrait être. L'hypokaliémie, bien sûr. L'HTA brutale. L'HTA brutale, donc l'installation brutale, et surtout encore, c'est l'aggravation. Quelqu'un qui était bien équilibré sous son traitement habituel, et d'un coup, donc, vous avez ce qu'on appelle de l'HTA résistante. Ça veut dire quoi, une HTA résistante? Ça veut dire résistante à 3 traitements, dont un est un diurétique. Parfait. Thiazidie. Tout à fait. C'est un diurétique, donc dont un diurétique. Donc, 3 antihypertenseurs et vous n'arrivez pas à équilibrer la tension artérielle. Donc, également, est-ce que vous avez d'autres éléments qui vous font évoquer le diagnostic ou bien alors? Le terrain, y a-t-il la notion de tabagisme ou d'athérome? D'athérome, tout ça. Oui. Alors, je vais vous montrer donc les signes de présomption. Donc, et vous avez donc dit donc la plupart des éléments. Donc, l'absence d'antécédents familiaux doit faire évoquer l'apparition, que ce soit précoce ou bien tardive, de l'HTA. Si jamais, bien sûr, on a un traumatisme. Et une HTA qui apparaît après un traumatisme, on penserait à une compression, que ce soit extrinsèque ou un hématome, tout ça. Donc, le terrain athéromateux, tabagique, ou bien la femme jeune, donc l'apparition d'une HTA chez une femme jeune doit faire évoquer la fibrodysplasie. Pareil s'il s'agit d'un enfant. Et puis, donc, vous avez donc parlé du souffle lombo-abdominal, l'HTA d'installation brutale, l'augmentation aiguë de la pression artérielle
chez un hypertendu ancien qui était stable, compliant à son traitement. Également, vous avez l'OAP flash récidivant avec un cœur qui est sain. Donc, parce que tout simplement, c'est des patients qui vont faire des poussées graves d'hypertension artérielle avec un cœur qui est donc tout à fait donc sain et ils vont faire de l'OAP. Et le fait d'avoir des OAP sur cœur sain doit faire évoquer le diagnostic, bien sûr, donc d'une HTA rénovasculaire. Et puis, la trop bonne réponse aux inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. C'était un patient qui très mal équilibré sous traitement, par exemple maximal, qui ne comprend pas un IEC, un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Il suffit de donner un traitement par IEC ou la ARA2 que vous voyez que d'un coup, la tension artérielle va s'équilibrer de façon très importante. Et donc là, ça doit faire évoquer ce diagnostic. Oui. Oui. Non, rien. C'est bon? C'est bon, oui. D'accord. Donc là, c'est les signes, si vous voulez, de présomption clinique. Et bien sûr, vous avez les signes de présomption biologique, à savoir l'hypocalémie et l'alcalose métabolique. Et donc là, en fait, c'est des éléments biologiques qui sont en faveur de l'hyperaldostéronisme secondaire. Et puis, donc, on peut doser donc l'activité rénine-plasmatique qui, en cas de sténose de l'artère rénale, va être normale ou élevée. Vous avez également des signes de présomption qui vont vous faire évoquer ce diagnostic morphologique à l'échographie donc rénale. Et là, ce qu'on va voir à l'échographie rénale en cas de suspicion de sténose de l'artère rénale, c'est une asymétrie rénale. Ça veut dire que les reins sont asymétriques et vous avez une différence entre les deux reins de 1,5 cm et plus, en sachant que toujours, le fait déjà d'avoir un rein, par exemple, droit plus grand qu'un rein gauche suppose que déjà on est en asymétrie, puisque normalement, le rein gauche, il est plus grand que le rein droit. Donc, entre rein gauche et rein droit, plus de 1,5 cm, ou bien vous avez un rein droit qui est plus gros que le rein gauche. Là encore, on va dire que vous avez une asymétrie rénale et c'est un élément morphologique à l'échographie qui va évoquer ce diagnostic. Vous allez chercher l'HTA rénovasculaire. Donc, je dis si vous avez une HTA résistante ou une HTA maligne. Si jamais donc vous avez une aggravation de la fonction rénale après initiation d'un traitement par IEC ou ARA2. Là également, d'ailleurs, ce qui est préconisé, c'est de contrôler systématiquement la fonction rénale après 7 jours, après 21 jours, du démarrage d'un traitement par IEC ou ARA2. Alors, si vous avez une sténose de l'artère rénale, en principe, on va avoir bilatéral, hein, donc je dirais bien bilatéral, pas unilatéral. Donc, vous allez avoir obligatoirement une aggravation de la fonction rénale de plus de 25%, voire même une anurie totale et une insuffisance rénale aiguë sévère. Hein. Donc, Kekarlej, c'est important de contrôler la fonction rénale. Et si vous avez une augmentation de plus de 25%, il faut penser à la sténose des artères rénales. Donc, si vous avez une asymétrie, l'OAP flash, donc l'hypertension artérielle, lorsqu'elle est associée à d'autres sténoses dans d'autres territoires, bien sûr, coronaire, carotidien, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, et bien donc c'est un terrain qui doit faire penser également à la sténose, le souffle. Donc, on a évoqué ce diagnostic faisant un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et morphologiques, et par la suite va être l'étape de poser donc le diagnostic positif de la sténose. Alors, comment vous allez poser le diagnostic positif d'une sténose de l'artère rénale? Qu'est-ce qu'on va faire comme exploration, comme examen complémentaire? Quel est le premier examen à faire? Alors, Une écho-doppler rénale. très bien. Donc, le premier examen, c'est l'écho-doppler rénal. Donc, cette échographie va vous donner, donc, il est opérateur dépendant et c'est très important. Ça veut dire que soit que vous avez un bon opérateur et là, les résultats donc, sont fiables,
soit qu'on n'a pas un bon opérateur et dans ce cas, on ne peut pas se fier donc sur les données de ce Doppler. Donc, avec un bon doppleriste, là, vous avez donc ce qu'on va avoir, donc c'est une accélération du pic de vélocité donc systolique, donc supérieure à 180, un flux turbulent post-sténotique, une baisse de l'index de résistance intrarénale va être observée donc du côté qui est sténosé. Puis donc on peut faire appel à la scintigraphie donc rénale dans certains cas, qui va prouver encore une fois donc l'asymétrie, surtout de fixation, parce que si donc on a une sténose de l'artère rénale, la scintigraphie, ça consiste en fait à injecter un radiotraceur qui va être filtré par le rein et capté par ce rein, et donc vous allez donc voir un petit peu donc le bruit de fond au niveau donc des reins. Donc si vous avez une sténose d'un côté, ben, ce rein va filtrer plus lentement, hein, plus tardivement, et va fixer plus tardivement. Donc, vous allez voir une courbe du rein qui est normale, qui va rapidement atteindre le pic, et puis donc il y aura donc le radiotraceur qui va disparaître par la suite, alors que du côté donc de la sténose, vous allez avoir un retard de captation. Il va capter tout doucement, et donc ce pic va être décalé dans le temps par rapport au rein normal, et puis donc le taux du pic, la hauteur, disons, va être moins importante encore une fois par rapport au côté qui est sain. Donc là, c'est les données de la scintigraphie donc rénale. Également l'angioscanner, donc lui, il va mettre en évidence directement donc la sténose, son degré et tout ça, et vous avez donc une meilleure sensibilité, mais vous avez bien sûr le risque de toxicité des produits de contraste iodés. Donc l'enjeu IRM qui donne plus de faux positifs, hein, donc qui surestime un petit peu donc les lésions. L'intérêt serait en cas d'insuffisance rénale, mais je vous ai dit que ça surestime un petit peu donc les lésions. Autre examen, l'artériographie qui reste le gold standard hein, pour le diagnostic positif. Donc, à coup sûr, elle va vous donner donc le diagnostic et ça vous permet de savoir si vous avez une sténose significative. Ça veut dire que vous avez au moins 50% du diamètre de la lumière du vaisseau qui est, disons donc, présente ou libre. Et ça veut dire que vous avez une sténose donc significative. Si on fait l'artériographie, c'est pour le diagnostic, mais généralement, c'est pour faire en même temps un geste de revascularisation et mettre éventuellement un stent comme on en fait au cours des coronarographies. Mais ça reste un geste invasif qui n'est pas sans risque. Hein. Il y a un risque de dissection, il y a un risque d'hématome et vous avez donc un risque également lié au produit de contraste qui sera injecté. Madame, تفضل. Madame, quand est-ce qu'on demande la scintigraphie rénale معناها احنا نعملوا باش نعملوا ايكو دوبلير ومن Voilà. بعد اسكو باش نعملوا scintigraphie ولا artériographie. Ben, très bien. Alors, ça c'est important. Si vous avez, et là c'est ce que je vous ai montré, je vais vous dire quand est-ce qu'on va les utiliser pour, pour un petit peu incriminer ou non une sténose de l'artère rénale dans la genèse de la chair. Il faut savoir que c'est toutes les sténoses qui seront responsables de l'hypertension artérielle. Hein. On peut avoir, oui, une sténose de l'artère rénale, mais qui peut ne pas être à l'origine de l'HTA. Et c'est pour cela certains examens vont effectivement être utilisés pour la preuve de la responsabilité de la sténose dans l'hypertension artérielle. Et là, d'ailleurs, vous avez la stratégie de la prescription des examens. Alors, si vous avez une écho qui est positive, ça veut dire que l'écho Doppler vous dit qu'il s'agit d'une sténose de l'artère rénale et que la sténose, elle est significative. Donc là, un bon doppleriste peut vous répondre. Alors, là, donc, vous savez que de plus en plus, il y a très peu d'indications à la revascularisation. Et je vais vous montrer les indications à faire l'angiographie ou carrément la chirurgie. Ça veut dire, lorsqu'on fait une angiographie avec pose d'instinct, ou on fait une chirurgie, c'est ce qu'on appelle un geste de revascularisation. Alors, sachez qu'actuellement, les recommandations internationales recommandent pour les sténoses de l'artère rénale un traitement médical. Et vous avez des indications bien précises
pour l'artériographie avec stent et pour la chirurgie. Donc, si on pose le diagnostic par l'écho-Doppler, eh ben, vous allez traiter comme sténose de l'artère rénale et vous allez voir l'évolution de votre patient sous traitement médical. Soit qu'il a une HTA bien équilibrée, donc là, il n'y a pas de souci, soit que vous avez d'autres événements qui vont survenir. Je ne vais pas brûler les étapes, je vais vous montrer donc juste après. Là, on va passer éventuellement à l'artériographie et à la chirurgie éventuellement. La scintigraphie, comme ça reste un geste anodin, ça sera en deuxième lieu après l'échographie pour incriminer une sténose dans la genèse de l'hypertension artérielle. Alors, par contre, si vous avez un Doppler qui ne montre pas du tout de sténose et que vous avez quand même des arguments pour cliniques, biologiques, tout ça, là, on ne peut pas s'en passer d'une exploration par une IRM ou bien par une angiographie. D'accord? C'est clair jusque-là? D'accord, merci. OK. Alors, là, vous avez donc, je vais parler en fait des critères d'imputabilité. Et donc là, c'est l'étape après l'écho. Si jamais l'écho montre une sténose significative, eh ben donc la scintigraphie va vous dire, et pas uniquement la scintille, donc il y a d'autres examens, va vous dire si la sténose elle est responsable de cette hypertension. Et c'est pour cela qu'on va sensibiliser donc la scintigraphie par l'épreuve au captopril. Le captopril, je vous rappelle, c'est un IEC. Donc, vous allez faire dans un premier temps votre scintigraphie comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Du côté de la sténose, vous allez voir qu'il y a un retard de captation avec un pic qui est moins important que le pic du côté qui n'est pas sténosé. Alors, si pour ce patient, vous allez encore rajouter du captopril, ce qui va se passer, c'est que du côté de la sténose, lorsque la sténose elle est responsable vraiment de l'HTA, eh ben, le retard va être décalé, va être encore plus important, puisque vous avez encore créé, disons, donc une diminution du débit de filtration glomérulaire. Vous avez du côté de la sténose, où, disons, la filtration glomérulaire est maintenue, je vous rappelle, grâce à la vasoconstriction de l'artériole efférente. Si vous prenez donc le côté sténosé, vous avez une artériole afférente qui provient en fait de l'artère rénale, qui est déjà sténosée. Donc la perfusion, elle est un peu diminuée. Et donc la filtration glomérulaire, elle est maintenue grâce à une vasoconstriction de l'artériole efférente. D'accord? Alors, si vous donnez un IEC, eh ben, vous allez lever la vasoconstriction de l'artériole efférente et vous allez faire chuter le débit de filtration glomérulaire. Donc, ce rein va davantage capter moins et capter plus lentement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc là, c'est un argument donc, en faveur de la sténose donc, de l'artère rénale. Et puis, donc, vous avez l'augmentation de l'activité rénine plasmatique, c'est également. Et puis, donc, vous avez, là, ça reste de l'expérimental. Donc, pratiquement, on ne fait plus ça. C'est qu'on caractérise les deux veines rénales et on voit un petit peu la rénine dans le côté sténosé, dans le côté non sténosé. Vous allez bien évidemment trouver que la rénine est plus élevée du côté de la sténose, mais elle n'est pas de pratique courante. D'accord? Donc là, vous avez donc ça. Puis donc là, je vous rappelle la physiopathologie dont j'ai parlé un petit peu. Donc là, c'est un rein qui est sténosé et un rein qui est normal. Donc, du côté de la sténose, ce que vous allez donc voir, c'est que le fait qu'il y ait une hypoperfusion, stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc vous allez avoir cet hyperaldo secondaire responsable de l'alcalose métabolique et de l'hypocalémie. Et de ce côté qui est sténosé, en réponse à cette aldostérone, il y aura la rétention d'eau et de sel. Par contre, le rein contralatéral va essayer de contrebalancer cette rétention d'eau et de sel. Et donc, plutôt l'axe, du côté non sténosé, le rein va avoir, disons, une inhibition très importante du système rénine-angiotensine-aldostérone et vous allez avoir une fuite
plutôt donc d'eau et de sel pour contrebalancer. Et comme ça, le patient ne sera pas en surcharge lorsqu'on a une sténose unilatérale. Donc, l'HTA serait dite rénine dépendante. Elle ne dépend pas de la volumie puisque vous avez un rein qui est sain, vous avez un rein qui élimine l'eau et le sel. Uniquement le fait que la rénine du côté sténosé est élevée, que ça va provoquer l'hypertension artérielle. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, je vais passer à la deuxième situation. Donc, la situation 2, c'est la sténose bilatérale. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous avez une sténose bilatérale? Et pour cela, on va prendre le fait, quelqu'un qui a un rein unique. On enlève un rein et on va sténoser, mettre un clip au niveau donc de l'artère rénale du rein restant. Donc, une sténose de l'artère rénale qui est bilatérale. Donc, il y aura une hypoperfusion des deux reins. Et donc, vous allez une stimulation du système rénine-angiotensine, bien sûr, de l'hyperaddo secondaire. Mais chose importante, c'est que vous n'avez pas un deuxième rein qui fonctionne pour éliminer l'eau et le sel. Donc, il y aura une rétention d'eau et de sel importante par le rein qui est sténosé ou les deux reins qui sont sténosés. Et par conséquence, l'hypertension artérielle est dite volodépendante. Elle dépend de la volumie. Donc, et les patients, qui vont faire les OAP flash. Beaucoup d'OAP avec, bien sûr, concomitante avec les poussées hypertensives. Alors, j'arrive au traitement de l'HTA rénovasculaire. Donc, l'essentiel pour le traitement, c'est surtout l'équilibre tensionnel, d'une part, bien sûr, et la préservation de la fonction rénale donc, des patients. Et donc là, vous avez bien sûr les mesures générales. Mesures générales, ça veut dire donc arrêt tabac, l'activité, le régime hypocalorique, la lutte contre l'obésité, le traitement médical. Et là, tous les classes thérapeutiques sont autorisées. Vous avez donc, on va privilégier certainement les IEC et les ARA2 en cas de sténose unilatérale. Par contre, c'est formellement contre-indiqué en cas de sténose bilatérale. Puis donc tout à l'heure, donc je vous ai dit que de moins en moins on utilise l'angiographie et l'artériographie pour l'exploration. Et on va garder ce gold standard si jamais on a un doute diagnostique, un problème diagnostique, ou bien si on veut faire en même temps un geste thérapeutique. Et donc là, vous avez soit le traitement endovasculaire par angioplastie, comme on en fait pour les coronaires avec mise en place d'un stent, ou bien donc la chirurgie, on va réséquer la sténose et on va réimplanter donc l'artère rénale. Alors, ce traitement interventionnel, ça veut dire angioplastie, je dis qu'il y a des indications. Sinon, c'est le traitement médical par les antihypertenseurs. Donc là, si vous avez des OAP récidivants, si vous avez une insuffisance rénale qui s'aggrave rapidement. Donc, l'objectif interne, c'est avoir une tension artérielle qui reste équilibrée. Si on a une sténose bilatérale significative, là, on aura du mal à équilibrer la tension artérielle, surtout quand on ne peut pas utiliser les IEC et les ARA2. Et puis, vous avez donc l'HTA non équilibré malgré le traitement que vous prescrivez et qu'il est optimal. Donc, tout ça constitue donc les indications de la revascularisation. D'accord? Et comme vraiment le temps passe rapidement, je vais passer directement à l'HTA d'origine parenchymateuse. Donc, vous avez ça peut se voir en chronique, on a des situations d'insuffisance rénale chronique. Pardon, est-ce que vous avez un cours après, juste pour que je sache? On a eu du mal à démarrer déjà avec un retard. Non, madame, on n'a pas de cours après. Est-ce que vous êtes pour que je mette un peu de temps, un petit quart d'heure? Oui, c'est pas Oui, prenez votre temps. D'accord, ok, très bien. Alors, donc, je vous ai dit que là, c'est la deuxième partie, c'est l'insuffisance rénale ou l'atteinte parenchymateuse qui va donner de l'HTA. Et là, vous avez deux situations, soit qu'on est en insuffisance rénale chronique, des situations d'insuffisance rénale chronique, ou des situations aiguës. Et donc là, en chronique, c'est les néphropathies glomérulaires chroniques, les Arlabit, ils donnent de l'HTA. Vous avez certains types d'NIC. Vous savez que les néphropathies généralement tubulo-interstitielles ne donnent pas de l'HTA, sauf quelques pathologies. Les deux grandes pathologies sont la polykystose rénale autosomique dominante et la néphropathie de reflux. Puis,
toute insuffisance rénale chronique avancée, quelle que soit son étiologie, et même les NIC habituellement sans HTA, et ben, lorsque l'insuffisance rénale est avancée, donc on va avoir plus de risques d'HTA. Chaque fois que vous avez une asymétrie rénale, un petit rein et un gros rein, eh ben, sachez que le petit rein, qui est un rein de néphropathie chronique, de pyélonéphrite chronique, vous avez l'équivalent d'un rein et de tissu rénal qui est ischémié. Ça va stimuler le système rénine-angiotensine et ça va donner de l'hypertension artérielle. Bien sûr, si vous avez des tumeurs donc arénine, on peut avoir ça. Et puis, en cas d'insuffisance ou d'atteinte rénale aiguë, là également, on peut avoir de l'HTA. L'exemple type, c'est la GNA post-infectieuse. Vous avez le tableau du syndrome néphrétique aigu avec, parmi les éléments du tableau clinique, une HTA qui peut être maligne sévère. Vous avez le tableau de micro-angiopathie thrombotique à Optional-Jorli avec une ou la deux diapositives. Vous avez ce qu'on appelle la maladie des emboles de cristaux de cholestérol. Vous avez la crise rénale sclérodermique, la sclérodermie. Elle peut être associée à une atteinte rénale avec une HTA très sévère. Et si jamais on a un fractus rénal, notamment par une thrombose de l'artère donc rénale, donc là, vous avez donc également donc la possibilité d'avoir de l'hypertension artérielle. Alors, je vais passer ce cas clinique et vous allez me dire quel est votre diagnostic. Vous avez un homme âgé de 38 ans qui a un père hémodialysé et un oncle qui est suivi pour IRC. Il a une tension artérielle à 170-80 mm de mercure, un contact lombaire gauche, une fonction rénale qui est normale. Alors, quel est votre diagnostic le plus probable? Alors, puisque معناها, il y a un contact lombaire gauche et on pense à un syndrome tumoral qui pourrait être la cause. انت قلت syndrome tumoral. صحابك اللي بحذاك. Est-ce que ça peut être une polykystose vu l'âge peut-être? Mais pour la polykystose, vous avez quoi? Le terrain, Très bien. Faites attention, كيف يجيكم un cas pareil, vous regardez, c'est pas gratuit le fait qu'on a donné que le père il est dialysé, qu'un oncle il est IRC, ça suppose que vous avez une néphropathie qui est héréditaire. Et les néphropathies héréditaires avec HTA et avec un contact lombaire, ça peut être qu'une polykystose rénale. Hein. Donc, le contact il est unilatéral. Les deux reins augmentent de la même façon et qui sont tous les deux palpables. Donc, faites attention. HTA, antécédent de néphropathie avec un contact lombaire, c'est égal à une polykystose rénale jusqu'à preuve du contraire. Donc, ça fait polykystose rénale. Alors, pour traiter l'HTA, y a-t-il une précaution particulière? Ne pas donner du bêta-bloquant directement. Allez, je les bêta-bloquants, les. Ça va aggraver l'HTA. Ça va donner une HTA paradoxale. Les. Pas de situation de polykystose rénale. Les. غلطت بحاجه اخرى يظهر لي هذيك صحيح quoi. Là on parle de polykystose rénale, c'est une néphropathie interstitielle par perte de sel. Donc qu'est-ce qui ne serait pas autorisé chez ces patients? Les diurétiques thiazidiques. Les diurétiques en général, hein, donc qu'ils soient diazidiques ou les diurétiques de l'anse, et puis le régime sans sel. Donc, c'est des patients qui nécessitent un régime normosalé, c'est contre-indiqué de donner un régime sans sel, et là où on ne prescrira pas de diurétique, d'accord? Alors, je vais passer le cas suivant. Donc, vous avez une femme âgée de 48 ans qui a de la migraine, toujours. Elle prend énormément de paracétamol, d'Ayanès, de café, tout ça. Elle a une tension artérielle à 16,8, elle a une créatininémie à 180 micromoles par litre et elle a des reins de 9 cm. Vous pensez à quoi? Avec quelques calcifications, je dirais, mais les reins, pour vous aider encore. Une IRC avancée.
Wallah, il dit que le calcul de la clairance à 180, je ne trouverai pas une IRC avancée. L'IRC avancée, c'est le stade 4, et le stade 3A. Oh. Mhm. Le paracétamol, la migraine, les grandes doses de paracétamol, qu'est-ce que ça donne? L'atteinte hépatique. Je mets l'atteinte hépatique, mais pour le rein. Est-ce que vous avez entendu parler de la néphropathie des analgésiques? Non. Donc, normalement, l'INE a fait l'ENICE, je pense. C'est la Ouais. néphropathie des analgésiques. Les patients qui prennent énormément de paracétamol, ou surtout lorsqu'il est associé à des INS, eh ben, ils vont faire donc une insuffisance donc, rénale chronique par NIC. Et suite à la prise de ces INS et tout, donc ça va provoquer une nécrose papillaire. Et vous savez que la papille, c'est le siège de synthèse des prostaglandines vasodilatatrices. Et qui dit nécrose papillaire, donc pas de synthèse de prostaglandine, donc pas de vasodilatation, donc c'est la vasoconstriction. Et donc c'est l'hypertension artérielle associée. D'accord? Donc là, c'est la néphropathie donc des analgésiques. Alors, on va passer à ce cas. Donc, vous avez un homme âgé de 55 ans qui a une tension artérielle à 170-100, qui a une protéinurie 1 croix, qui a une hématurie à 2 croix, dosage pondéral protéinurie 0,8 g par 24 heures, et qu'il rapporte des antécédents d'hématurie macroscopique concomitante avec des infections ORL, des angines. Alors, votre diagnostic, le seul diagnostic. Glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. Waouh! Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être parce qu'elle est concomitante avec des angines, c'est pas post-infectieux. Voilà, très bien. La réponse B, puisque si on parle de GNA post-infectieuse, il faut une infection, il faut un intervalle libre. Hein, et je vous rappelle que la GNA post-infectieuse, elle vient une seule fois dans la vie. Mais là, ce monsieur, il fait une hématurie macroscopique chaque fois qu'il fait une angine. Donc, il y en a plusieurs épisodes. Alors que la GNA, c'est une seule fois dans la vie. Le fait d'avoir un autre épisode doit pousser de l'enfant de faire une ponction biopsie rénale parce que ce n'est pas une GNA post-infectieuse. Alors, ça serait quoi? Vous avez entendu parler de la maladie de Berger, la néphropathie IgA? IgA, oui. Voilà. Donc, le fait, tasma, kilmet, hématurie, macroscopie, concomitante, juste après un épisode infectieux, ORL, angine, tout ça. Donc là, il faut penser à la néphropathie à IgA. D'accord? Donc, qui donne de l'HTA, protéinurie, hématurie, c'est une néphropathie hématuriante. Donc là, il faut faire la PPR, bien sûr, et le diagnostic sera posé par la PPR en trouvant des dépôts d'IgA. Donc là, c'est la néphropathie à IgA. D'accord? Ok, on passe au cas suivant. Donc, vous avez donc un homme de 68 ans, céphalée, asthénie, vomissement, donc tension artérielle à 180, pâleur cutanée en muqueuse, clairance de la créate à 12 ml par minute, de rein de taille réduite des différenciés. Alors, la réponse de tout à l'heure, Insuffisance rénale chronique avancée. voilà, tout à fait. Donc, c'est l'HTA secondaire à une insuffisance rénale avancée. Déjà, donc là, on est à un stade 5 de la maladie rénale chronique. Et à ce stade et au stade avancé, vous avez plus de 80% des patients qui auront de l'hypertension artérielle. Et donc là, vous avez donc une HTA qui est très fréquente, j'ai dit, avec les stades avancés. Et souvent, c'est une HTA très difficile à contrôler, sévère. Souvent, les patients sont non dippers et donc ça majore le risque cardiovasculaire. Déjà, avec l'IRC, ils sont considérés à très haut risque cardiovasculaire. Et souvent, vous avez de l'HTA systolique à cause de la rigidité vasculaire. Donc on a plus d'HTA systolique. D'autres étiologies d'HTA, d'origine rénale parenchymateuse. Vous avez l'infractus rénal, quelle que soit l'origine MTO1. Donc infarctus rénal suite à une maladie emboligène, hein, donc avec embolie au niveau donc de l'artère, embole, au niveau donc de l'artère. Donc vous allez avoir un tableau qui est fait de douleur abdominale, une fièvre. Ça ressemble à un tableau de PNA, donc, mais avec de l'insuffisance rénale, une élévation des LDH.
Puis, vous avez encore une pathologie, ce qu'on appelle la maladie des emboles de cristaux de cholestérol. Et là, généralement, ça se voit chez des terrains qui sont athéromateux, polyvasculaires, et ça se voit après un geste endovasculaire, par exemple de revascularisation ou un traitement anticoagulant. Par exemple, on est malade, une coronarographie, et bien sûr, on va toucher à une artère qui est le siège d'athérome et on va mettre un cintre. Et bien, donc, ces plaques d'athérome peuvent se détacher, se fragmenter et passer donc dans la circulation et être à l'origine, bien sûr, donc d'une insuffisance rénale aiguë, donc avec hyperéosinophilie, avec des orteils qu'on appelle pourpres, qui des orteils qui sont bleus, avec un pouls qui est présent. Ce n'est pas un problème au niveau des gros vaisseaux, mais c'est un problème au niveau de la micro-circulation. Donc là, c'est la maladie donc, des emboles de cholestérol. Alors, je vais passer encore à un cas. Donc, vous allez essayer de retrouver le diagnostic. Une femme âgée de 46 ans qui est amenée aux urgences pour céphalée, une tension artérielle à 22 sur 13 cm de mercure. Elle a une créatinine à 780, urée à 44, hémoglobine à 8,5 g par décilitre, plaquettes à 92 000, aptoglobine basse, LDH à 2500, c'est élevé, présence de schizocytes. Et je vous dis donc, les reins sont de taille normale. Alors, vous me dites quoi? Quel est votre diagnostic? Néphro-angiosclérose maligne, peut-être. والله هو عندك حق هي تنجم تكون une des étiologies la néphro-angiosclérose ولا l'HTA maligne peut donner ce tableau. أما ce tableau anatomo-clinique ça correspond à quoi؟ معناها حبيت نقول اللي la néphro-angiosclérose maligne peut être responsable de ce tableau. Et ce tableau ça correspond à quoi alors? Une microangiopathie thrombotique. Tout à fait. C'est une microangiopathie thrombotique. Donc vous avez l'IARA, vous avez la thrombopénie et vous avez l'anémie hémolytique mécanique. باش عرفتها anémie hémolytique mécanique. Schizocyte. Très bien. Donc c'est une anémie hémolytique donc mécanique. Vous avez les trois éléments pour retenir le diagnostic et l'étiologie نجم تكون une HTA maligne. D'accord? نجم تكون l'HTA maligne كيما تنجم تكون autre chose. خاطر déjà هي le tableau نتاعها فيها une HTA sévère. معناها اللي هو ينجم يكون لبقيتو الconséquence d'une HTA sévère والا اصلا vous avez une autre étiologie qui a donné tout ce tableau. Donc vous êtes effectivement face à une microangiopathie thrombotique et vous avez donc en fait c'est une entité anatomopathologique et qui va assembler plusieurs pathologies, hein, le PTT, purpura thrombotique thrombocytopénique, le syndrome hémolytique urémique, vous avez le HALP syndrome, hein, que vous voyez comme complication à la grossesse étant une microangiopathie, et que il y aura à la suite d'une pathologie quelconque une agression de la cellule endothéliale, et la cellule endothéliale va être activée, et il va y avoir une lésion de cette cellule, et qui est un petit peu donc mise à nu avec un appel des plaquettes, des facteurs de von Willebrand, et formation d'un thrombus, et le vaisseau va être obstrué, et ça va être à l'origine, donc bien sûr, de l'HTA, de l'insuffisance rénale, et puis donc les globules rouges qui vont parcourir un vaisseau qui est en partie donc thrombosé vont être lisés, et ça va donner donc l'anémie hémolytique. Donc c'est une pathologie qui est grave, hein, qui peut engager le pronostic vital rapidement. Et vous avez ce que je venais de dire, il y a une lésion endothéliale en premier lieu, et puis donc vous avez donc un afflux de plaquettes, de facteurs de von Willebrand, et donc une préocclusion donc des vaisseaux avec une ischémie tissulaire en aval et une hémolyse donc des globules rouges qui arrivent à ce niveau. Donc les trois éléments du diagnostic, c'est ce que vous venez donc de dire, donc anémie hémolytique mécanique, thrombopénie périphérique par consommation, hein, donc au niveau donc, des vaisseaux, et une défaillance d'organes telle que l'insuffisance rénale aiguë. Mais on peut avoir des localisations autres, hein, climat cérébral et tout. Et donc là, vous avez donc les étiologies donc, qui sont très fréquentes. Donc vous avez le chute post-diarrhéique, vous avez plein de médicaments qui peuvent donner donc ça, notamment les anticoagulants. Vous avez la grossesse qui peut induire donc un syndrome, les maladies auto-immunes, les anomalies du complément,
et même l'HTA, donc sévère, peut être associé à ce type de micro-angiopathie thrombotique. Alors, donc, rein coupable par la sténose, rein coupable par les néphropathies, mais le rein également peut subir les conséquences de l'HTA. En cause, mais on va avoir comme conséquence à l'HTA une insuffisance rénale. Et donc là, vous avez donc ce cas, par exemple, donc d'un monsieur âgé de 68 ans qui présente une insuffisance rénale de découverte récente lors d'un bilan pré-âgé. Il est hypertendu depuis 15 ans, il a une dyslipémie, il a fait un AVC. Vous avez une tension à 200 sur 110 mm de mercure. Vous avez une bandelette urinaire qui est négative, il n'y a pas de protéinurie, il n'y a pas d'hématurie, il n'y a pas de leucocyturie. Ça suppose déjà que l'insuffisance rénale, ce qui est sûr, elle n'est pas glomérulaire. Vous n'avez pas de protéinurie. Probablement, elle n'est pas tubulo-interstitielle, antécédent qui prouve, et la bandelette urinaire, vous n'avez pas de leucocyturie. Donc, adéthanal vasculaire avec cette HTA. D'accord? Donc, vous avez une hypocalcémie, vous avez une anémie, et l'échographie qui montre deux reins diminués de taille et de façon harmonieuse. Ma famille, je suis une asymétrie rénale. Donc, rein gauche, il est plus grand. Différence entre rein gauche et rein droit, 0,5 cm. Donc, tout ça, c'est en faveur d'une insuffisance rénale qui est aiguë ou la chronique. Alors, aiguë ou la chronique? Aiguë, normalement. Hein? Est-ce que c'est aigu? Si vous retenez l'aigu, roulez vos arguments pour le caractère aigu de cette insuffisance rénale. Mais il que je dis aigu. Qu'il indique les données, c'est que mais il que je dis aigu, j'aime. Alors, pourquoi il ne faut pas répondre aigu? Donc, il faut que les arguments pour la chronicité de cette insuffisance rénale. Ancien chiffre de créate. Alors, effectivement, il n'avait pas de chiffre et on vient de diagnostiquer cette insuffisance rénale. Mais moi, je dirais c'est une insuffisance rénale chronique. Pourquoi? Il y a une atteinte des tailles des reins, elle est diminuée ou comme une des différenciations corticomédulaires. Vous avez les arguments de chronicité déjà à l'échographie. Le fait d'avoir des petits reins mal différenciés, c'est de l'IRC. Hein? Donc, on ne peut pas retenir l'IRA sur des reins de 8 cm. Donc, tant que les reins sont diminués de taille, tant que c'est de l'IRC, et puis vous avez une anémie, vous avez une hypocalcémie en plus. D'accord? Donc, c'est une insuffisance rénale qui est chronique. Alors, on va essayer de rechercher quelle est l'étiologie de cette insuffisance rénale chronique. Donc, HTA 15 ans, dyslipémie, un retentissement de l'HTA viscéral déjà, AVC. Vous n'avez pas de protéinurie, vous n'avez pas d'hématurie, vous n'avez pas de leucocyturie et des contours qui sont réguliers. Un néphropathie glomérulaire, je l'élimine comme cause d'IRC et j'élimine une cause interstitielle. Vous n'avez pas de leucocyturie, vous n'avez pas d'hématurie et vous avez des reins qui sont bien régulés. L'énicée, des infections ou la délithiase ou elle a d'autres étiologies généralement qui font que les reins diminuent de façon disharmonieuse, des contours qui sont bosselés, tout ça. Donc, vous n'avez pas ça. Donc, ce qui reste, c'est les néphropathies vasculaires chroniques secondaires, dans ce cas particulier, donc à l'HTA. Donc, on est sûr que c'est de l'IRC, anémie, hypocalcémie, atrophie rénale et mauvaise différenciation. Et puis, est-ce que c'est le rein qui est responsable de l'HTA ou l'HTA qui est responsable? Donc là, dans ce cas particulier, donc vous avez une HTA ancienne non contrôlée, des facteurs de risque à haut risque, disons, cardiovasculaire, sans protéinurie, des reins harmonieux et un retentissement de l'HTA sur d'autres organes. Ça veut dire que également le rein, c'est parmi les organes sur lesquels donc cette hypertension artérielle a retenti. Et on appelle ça la néphroangiosclérose bénigne. Mishkima al-maligne qui donne la matin, donc c'est la néphroangiosclérose bénigne. Et donc là, l'HTA étant la deuxième cause d'insuffisance rénale chronique. Vous voyez, en Tunisie, on est à peu près à 14,4%. Ailleurs, vous avez donc des pourcentages qui peuvent être plus importants que nous. Et donc là, plus, bien sûr, la fonction rénale s'altère, vous voyez donc plus, donc vous avez donc
disons, un risque d'événement cardiovasculaire, car la maladie rénale est associée à un très haut risque cardiovasculaire. Alors, pour la néphro-angiosclérose, une insuffisance rénale secondaire à l'HTA. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien contrôler l'HTA. On contrôle l'hypertension artérielle. Là, vous allez donc avoir une progression très lente de l'insuffisance rénale. On peut proposer des traitements néphroprotecteurs, tels que le traitement de l'HTA par les IEC et les ARA2, qui vont assurer en même temps la cardioprotection. Et bien sûr, donc, il y aura à associer au traitement de l'HTA le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Et j'arrive à la dernière diapositive pour dire que le rein est un organe bien évidemment clé pour l'équilibre tensionnel, qu'à la fois il peut être coupable, mais également il peut être victime, comme dans la néphro-angiosclérose bénigne, que bien sûr, d'ailleurs, dans tout bilan étiologique d'une HTA récemment diagnostiquée, vous avez obligatoirement l'évaluation de la fonction rénale de la protéinurie et effectivement, pour rechercher toujours une cause secondaire, que l'HTA rénovasculaire, si la sténose elle est unilatérale, le traitement de choix, c'est des inhibiteurs du système rénine-angiotensine, que par contre, donc si vous avez malheureusement une sténose bilatérale, là, c'est formellement contre-indiqué. Ça va être un traitement médical, soit qui arrive à équilibrer, sinon, donc, on est dans l'obligation de faire de l'interventionnel, ça veut dire de l'artério avec stent ou bien un traitement chirurgical. Et que, bien sûr, donc, chez les patients qui sont hypertendus, encore une fois, il faut bien évidemment donc, contrôler leur fonction rénale, puisqu'au cours de l'évolution, vous pouvez avoir une atteinte rénale comme conséquence à l'hypertension artérielle. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des éclaircissements à demander? Madame, le dépistage, combien de temps après? ليه هو اصلا انت كي تغزل للOMS vous avez le bilan d'une HTA. اي واحد il est découvert avoir une HTA, le bilan rénal fait partie du bilan initial à faire. بعد ça sera un bilan annuel généralement. Si la fonction rénale elle est normale, bien sûr. D'accord. C'est bon? Merci. Ok, très bien. شهية طيبة لكم. شيء طيب. شيء طيب.